Bonjour Azul Fellaoun, nous vous retrouvons cet après-midi, cette fin d'après-midi, en ce dimanche 26 juillet, en direct. Et nous sommes en compagnie de Larbi Ben Boudaoud, ancien champion du monde de judo et actuel responsable des équipes de France féminines de judo. Je suis en compagnie de Massine Taoussine. Alors attention, éteindre vos micros, il y a un problème. Voilà, attention au retour. Donc, je suis en compagnie également de Massini Saoussine qui participera à cette rencontre. Je rappelle que cette rencontre, cet échange entre dans le cadre de l'Université d'été à Mazir. C'est un événement que nous avons mis en place au cours de ce mois de juillet. Et tout au long de ces 3 dernières semaines de ce mois, nous avons tous les soirs accueilli un certain nombre d'hommes et de femmes qui œuvrent dans le domaine amazigh. Quelquefois, elles sont d'origine amazigh berbère, kabyle, shlech, rifen ou touareg, euh, ou alors ce sont des non-amazirs et qui s'intéressent, qui travaillent sur ce monde berbère, ce monde amazigh. Et les thématiques, vous vous en êtes rendu compte, elles sont extraordinaires, elles sont très diverses et très riches. Nous avons eu des séances sur l'histoire, sur la musique, sur l'architecture, sur la transmission de la culture, etc. Et tout au long de la semaine, 5 jours qui viennent, nous aurons d'autres invités qui nous parleront d'autres aspects de la culture amazigh. Et pas plus tard, donc, après cette séance, cette rencontre avec Larbi Ben Boudaoud, nous accueillerons Abderrahman El Aissati, qui est chercheur universitaire, qui lui nous parlera des rifins des Pays-Bas. Vous savez que dans les Pays-Bas, en Hollande, ce qu'on appelle communément la Hollande, et en Belgique, il y a une forte communauté amazigh d'origine rifaine. Il viendra nous parler de ces rifins. Larbi, Azul, bonsoir. Vas-y, Comment vas-y, Filaoui. vas-tu? Ça va, très bien, merci. tu, tu te trouves où? Actuellement, je viens de terminer, je suis dans le sud de la France, je suis à côté de Montpellier. Je viens de terminer vendredi un stage avec tous les membres de l'équipe de France et la relève au Krebs de Montpellier. Voilà, donc c'était une première pour nous, c'était depuis cette crise du corona, bon, les sports de combat n'étaient pas autorisés, et c'était la première fois qu'on avait pu se regrouper et faire un entraînement, avec des conditions, bien sûr, sanitaires très drastiques. Il a fallu faire montrer patte blanche, faire les tests, bien entendu, du corona, un suivi avant, pendant et après ce stage. Et les contacts physiques sont permis. Sont permis, bien sûr. Pour nous, c'est la reprise depuis le mois de mars. Donc, voilà. Mais je le répète, à huis clos, avec des athlètes qui sont testés, des athlètes, des encadrements, des entraîneurs testés, suivis médicalement. Donc, on a les équipes pour ça. Donc, voilà. Et bon, ça faisait plaisir de retrouver le tapis parce que ces athlètes-là, c'est leur métier, même s'ils n'ont pas le statut de professionnel. Les judokas de haut niveau, s'ils veulent atteindre des objectifs qu'on leur fixe, championnat du monde, Jeux olympiques, il faut se comporter comme un professionnel. C'est-à-dire que c'est des athlètes qui s'entraînent tous les jours. Le matin, c'est du quotidien, le matin, l'après-midi. Voilà. Donc ça faisait depuis le début du confinement qu'ils n'avaient pas pu faire de judo. Et là, enfin, ils ont pu remettre le kimono. Et il y a des conséquences physiques, psychologiques sur... Pas de temps physique parce qu'on a quand même maintenu un suivi avec le préparateur physique, la diététicienne, on a tout un staff derrière. Je gère tout un staff qui est au service de l'équipe. Donc, et physiquement, les athlètes elles ont conscience que bah, c'est des athlètes de haut niveau, donc elles se sont entraînées.
chacune de leur côté avec des programmes qu'on leur envoyait. Mais après, il y a eu un gros impact, je pense, plutôt psychologique. Parce qu'on avait une belle équipe, enfin, je parle au passé, on a une belle équipe de France féminine. Mais malheureusement, enfin, qui était, lors des derniers championnats du monde, on a fini première nation. Chez les féminines, je parle pour l'équipe de France. Et donc, on C'était arrive, c'était en octobre, donc, ouais, octobre 2019. Et donc là, on était prêt à arriver au championnat du monde, aux Jeux Olympiques avec une très très belle équipe. Et c'est surtout le report des Jeux qui a eu un impact psychologique immense auprès de nos athlètes parce elles étaient prêtes. Et elles étaient à deux doigts d'aller justement, pour certaines, aller gagner leur première médaille, pour d'autres, aller chercher des titres. Et puis on leur a dit non, peut-être dans un an. Voilà. Donc c'est surtout ça qui a été dur pour elles. Après, non, physiquement, non, elles sont entraînées. On a fait bien sûr, on a fait un bilan, un état des lieux. Elles ont fait des tests physiques pour savoir si elles étaient prêtes. Et elles l'étaient. Elles se sont fait une raison. Il y a eu un accompagnement psychologique. Exact. Il y a eu un accompagnement pendant et après ce confinement. Et elles se sont fait une raison. Bah, après, nous, on a été dans ce sens-là. On leur a fait comprendre que c'est pas la France qui avait été pénalisée, mais c'est toute la planète judo. Donc, on a tous été logés à la même enseigne. On a tous été bloqués à la maison. Et maintenant, c'est à celui qui sera le plus capable de justement de rebondir sur cette épreuve qui va peut-être faire la différence au bout parce que ça a été vraiment très très dur, notamment paradoxalement pour les équipes les plus fortes qui étaient prêtes à en découdre. Pour celles qui étaient un petit peu loin, ça leur laissait encore une petite marge pour une petite année supplémentaire pour avancer dans les classements. Mais nous, on était déjà au top dans les classements. Donc, mais bon, après, elles se sont fait une raison, elles sont retournées au travail. Voilà. Alors, euh, ça représente combien de femmes qui pratiquent, qui sont dans la sélection, que vous encadrez? Et le staff, il est composé que tu diriges, et de combien de personnes? Comment ça se... Alors, nous, on a sur notre site d'entraînement au quotidien, on a 80 athlètes à peu près. Ensuite, il y a des différents athlètes. C'est-à-dire qu'il y a des athlètes. L'équipe olympique, l'élite, c'est 15 personnes, c'est 15 athlètes. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les jeunes seniors, le groupe jeune, ceux qui sont juste derrière, on va dire l'équipe de France B, c'est pareil, une quinzaine. Et ensuite, il y a l'équipe de France junior, pareil, une quinzaine. Et donc, et après, il y a des partenaires extérieurs qui font monter le collectif à 80. Parce qu'on est un sport individuel, mais à pratique collective. Donc, on est obligé en termes d'approche, ça c'est intéressant parce on travaille sur l'individu, mais on est obligé de travailler sur le collectif. C'est le paradoxe du judo, c'est-à-dire que si je veux progresser moi-même, je suis obligé de faire progresser mes partenaires, qui peut-être demain seront mes adversaires. Mais bon, c'est comme ça. On ne peut pas faire du judo tout seul. Et donc c'est pour ça qu'on revient à notre devise, nous l'entraide et la prospérité mutuelle, c'est primordial. Parce que si tu veux faire du judo, si tu penses qu'à toi et tu veux faire du judo tout seul, tu ne pourras pas. Donc tu es obligé t'es obligé de penser aux autres aussi. Ça, c'était la petite parenthèse. Ensuite, après, en termes d'encadrement, eh bien, j'ai deux entraîneurs sur chaque collectif. Donc, sur les jeunes seniors, sur l'élite, sur les jeunes. Ensuite, après, j'ai tout le staff médical qui va avec. J'ai kiné, médecin, ostéo, nutritionniste. Enfin, voilà, on a tout un dispositif qui est autour de la performance pour l'athlète. Et donc, notre centre permanent d'entraînement, il est dans le bois de Vincennes, il est à l'INSEP. Ensuite, après, on a des camps d'entraînement en province, comme celui-ci, là, à Montpellier. Là. Et puis, normalement, on a aussi des camps d'entraînement dans le monde entier. On voyage beaucoup, mais bon, avec ce corona, ça faisait des années et des années que je n'étais pas resté autant de mois sans prendre un avion pour aller faire un tournoi, un stage. Voilà. Donc après, voilà, on est habitué et là, ça fait un peu bizarre. Mais bon, du coup, on y va crescendo, on navigue à vue, on prend ce que les autorités nous autorisent à faire. Donc, avec un cadre sanitaire, je le répète, très strict, parce qu'on est quand même un sport de contact. Et puis après, bah, on avance, on avance. Voilà, pour l'instant, on n'a pas repris l'international. Certainement, en septembre, on devrait reprendre l'international. Voilà.
Alors, quel est, je dirais, ton quotidien? On est dans deux périodes distinctes, hein. Il y a la période d'avant confinement et celle d'après confinement. En temps normal, voilà, quelles sont tes tâches, ton travail, tes missions, ton quotidien, comment tu l'organises? Ben moi, je suis en charge de l'équipe de France et de son staff. Donc moi, sur notre centre d'entraînement, on a des athlètes qui sont… Alors, on a aussi des obligations ministérielles, c'est-à-dire que quand on prend des jeunes athlètes dans nos structures, on a l'obligation d'avoir le double projet. C'est-à-dire que, parce qu'ils ne vont pas être athlètes et champions toute leur vie. Donc, en même temps de les entraîner, mais aussi de les former. Donc, c'est des athlètes, alors un peu selon leur âge, hein, il y en a qui passent le bac, et puis il y en a qui sont en formation, voilà, qui font des études. Voilà, et à côté, ils ont des aménagements, parce que ce n'est pas des étudiants lambda, donc ils ont des aménagements pour qu'ils puissent s'entraîner. Et donc moi, c'est moi qui organise tout ça avec une équipe, hein, avec un staff, hein, je ne suis pas tout seul. Et donc, une journée type pour un gamin de l'INSEP, c'est un jeune qui rentre, le matin, il va en cours de 9 à 10. Ensuite, de 10 à 12, il va faire un entraînement le matin, ou préparation physique ou technique. Ensuite, il va avoir une pause pour le déjeuner. De 14 à 16 ou 17, ça dépend, il retourne en cours. Et ensuite, de 17 à 19 heures, on refait entraînement. Puis des fois, c'est des déplacements à l'étranger où ils font que entraînement. Et puis, ils ont des rattrapages de cours quand ils rentrent ou ils ont des cours à distance. Et moi, je dois organiser tout ça. Je dois les entraîner, donc leur préparation physique, leur technique, voilà, avec notre préparateur physique. Voilà. Mais et je dois aussi, je travaille sur la planification, sur la programmation de la saison. Et, on se fixe les objectifs. On a des gros objectifs, tout le monde les connaît, c'est les championnats du monde, Jeux olympiques. Mais avant d'arriver sur ces gros objectifs, il y a plein de petits. Il faut construire le parcours de performance de ces athlètes. Et c'est mon job avec mon staff. On le construit. Et on travaille pour aujourd'hui, mais on travaille aussi pour demain. Donc, parce qu'on a différentes générations. Là, on est sur Paris 2000. Enfin, on était sur les Jeux de Tokyo 2020, 21 maintenant, mais on travaille déjà sur 2024, Paris 2024, voire 2028. Donc, et bah, ça se construit au quotidien, en amont, voilà, des réunions, des échanges. Ça, c'est pour préparer le terrain. Puis après, quand on est sur le terrain, bah, on fait notre job, hein, on les entraîne. Très bien, je suis dérangé par le carillon de l'église. Je peux en profiter pour poser une question. Cathédrale pas loin d'ici. Je peux en Donc, profiter pour poser. ok. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Euh, Juste une dernière question sur cette période particulière. Ça veut dire que vous êtes enfermé, vous ne recevez personne? Alors, sur ce stage, par exemple, on était les athlètes, tous les athlètes qui ont été testés, qui ont été contrôlés pendant le stage. On prenait la température aussi. Voilà, s'il y a le moindre symptôme, c'est tout de suite mis à l'écart. On refait des contrôles. Donc, pour nous qui étions dans le camp d'entraînement, on est à huis clos, mais ça peut arriver d'avoir des visites extérieures, mais à titre exceptionnel. Par exemple, sur ce stage-là, on a eu la visite du ministre de l'Éducation, là, Blanquer, et Roxana, la ministre des Sports, qui sont venus nous rendre visite. Alors nous, on était à 100 sur le tapis, sans masque, mais eux, comme ils viennent de l'extérieur, et que voilà, bon, même si je prends l'exemple volontairement des deux ministres qui sont venus nous rendre visite, ils étaient avec le masque. Donc quand il y a des gens de l'extérieur qui venaient, ils avaient pour obligation, il y avait prise de température et obligation de se déplacer dans la structure avec le masque. Très bien. Le carillon ne s'arrête pas. Je vais être obligé de changer de place. Alors ça, c'est ta situation actuelle. Je crois que vous avez reçu la visite du ministre de l'Éducation nationale et des Sports, n'est-ce pas? Quel était l'objet de cette visite? Alors, il y avait un double intérêt, je pense, parce qu'il y avait, bon, déjà, parce qu'avec le remaniement ministériel, là, il y a eu de nouveau un mariage entre l'éducation et le sport. Bon, pour moi, comme j'ai dit au ministre, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui lors de cette rencontre, je leur dis c'est très bien, parce que pour moi, euh, le sport, même si aujourd'hui je suis dans un sport de haut niveau, dans l'élitisme, j'allais dire, pour moi, le sport, il a un vrai rôle éducatif. Donc, de l'associer à l'éducation nationale, pour moi, ça, 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 Tout à fait ça normal. prend un sens. Ça prend un sens parce que
parce que pour moi, le sport a un rôle éducatif. Après, il s'avère que dans la structure d'entraînement qu'on avait, il y avait aussi, après notre stage, ils mettaient en place les vacances apprenantes pour les gamins qui ont eu des difficultés justement lors du corona à avoir des suivis corrects, malheureusement. Il y en a pour qui c'était le cas. Donc, et dans une structure sportive. Donc, c'est pour ça qu'il y avait les deux ministres qui sont venus nous rendre visite, et aussi parce que c'était un sport de combat, et c'était d'actualité, où tous les sports de combat attendaient, avaient hâte justement que les autorisations soient données pour qu'on puisse pratiquer euh, les sports de combat. Parce qu'ils ont d'abord, dans un premier temps, autorisé les sports de plein air, et ensuite, assez tardivement à notre goût, parce que nous, on est un sport de contact dans un dojo, mais ça a été fait. Ça a fait couler un peu d'encre dans l'actualité jusqu'à ce que ce soit autorisé. Donc, je pense qu'il y avait aussi un petit coup de com' derrière tout ça. Voilà. Mais bon, nous, c'est toujours un plaisir d'accueillir deux ministres d'État qui viennent nous rendre visite. C'est pas tous les jours. Donc, voilà, ça met un petit peu la lumière sur notre discipline et c'est bien. Et je voulais revenir sur juste sur une petite question. Vous m'entendez, Larbi? Oui, oui, très bien, très bien. En fait, j'avais juste une petite question sur ce que vous disiez tout à l'heure. Comment se fait la sélection de l'élite des 15 personnes au niveau de l'équipe de France, 15 par 15, 15? Ah ben, nous, on a un circuit international où on fait déjà, bon, on les a détectés déjà jeunes, et on a un circuit international où on les sort sur le circuit, et puis, euh, et puis celles qui sont les plus performantes, voilà, qui ramènent des médailles sur tout le circuit. Ils se sont calqués, l'international, c'est calqué un peu sur le tennis, c'est-à-dire qu'il y a un système de ranking list mondial comme l'ATP au tennis, et puis il y a un circuit mondial de grands prix, de grands chelems dans le monde entier. Et nous, on envoie des sélections nationales, enfin, des sélections françaises, et les plus performantes, et bien ensuite, après, on fait une sélection pour un championnat officiel. Donc, et chez les filles, nous, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des problèmes de riches. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de filles très performantes. Donc pour nous, ça roule parce que je pense que quand je parlais tout à l'heure d'une dynamique de groupe, c'est important parce que je pense que la gagne, c'est contagieux. Et donc, pour les moins bons, quand ils sont dans un groupe fort, ça les tire vers le haut. Et par contre, il faut être vigilant à ce que ce groupe reste dans cette dynamique. Parce que je pense que aussi, la défaite aussi, ça peut être contagieux. Donc, il faut faire attention. Mais bon, quand il y en a, il faut essayer de l'écarter. Il faut toujours rester dans la performance et les exigences du haut niveau. Aujourd'hui, moi, j'en suis le garant. Enfin, en tout cas, c'est moi qui mets la barre avec mon staff pour que, pour que justement les athlètes soient le plus performants possible. Donc, il faut éviter de mettre la barre trop basse. Et puis, des fois aussi, il faut éviter de la mettre trop haute, peut-être. Il faut se fixer des objectifs intermédiaires. Mais quand on vise l'excellence, c'est un, on va dire, c'est une cuisine qu'il faut faire, que je ne fais pas tout seul, hein, je me répète, hein, je le fais avec mon staff. Mais là, il faut être bon. Il faut être en même temps. Alors moi, souvent, je réponds aux journalistes comment je me définis avec les filles. Je suis une main de fer dans un gant de velours. Voilà, voilà comment je suis. D'accord. Donc on peut dire que vous êtes sélectionneur quelque part, même s'il y a un ensemble il y a un staff Ouais, qui, je qui- suis, je suis, je suis le chef des sélectionneurs. Voilà. Mais bon, Voilà. mais je ne suis pas le seul à sélectionner. Et c'est D'accord. important. Et c'est important de toute manière, même de mon point de vue, c'est comme ça que je travaille. Moi, je suis plutôt. C'est pas que j'ai pas confiance en moi, hein, mais c'est important d'être dans le participatif. Donc, moi, je suis plutôt dans un management participatif plutôt que. Je suis plutôt dans un système démocratique. Et pas mono. Je ne suis pas dans une monocratie, la pensée unique, la mienne. Non. J'ai la mienne, je la défends avec mes arguments, mais je compte sur mes adjoints, mes collègues, où ils prennent mes arguments, ou alors ils me sortent des contre-arguments, et puis on échange. Voilà, on est dans le débat. Tu es entraîneur, tu occupes cette fonction depuis combien d'années? Quel bilan tu en fais? Et question du stress, de la pression. Est-ce que sont des choses que tu vis ou alors tu accomplis tes missions de façon détachée? Alors moi personnellement, alors, faut pas toujours, enfin, surtout quand c'est le champion, on peut le prendre en exemple, mais c'est assez singulier.
Moi, personnellement, je n'ai pas de souci avec ça. Plus j'ai de la pression, mieux je me porte. Il y en a, plus on leur met de la pression et plus ils perdent leurs moyens. Moi, j'ai le capital confiance de 10 bonhommes. Je m'en fiche, moi. On peut toujours me mettre la pression. Mais pourquoi? Parce que je m'appuie sur une valeur forte que j'ai appris à travers le judo, puis surtout à travers mes parents, ma famille, c'est des valeurs fortes dans notre famille, c'est la notion de travail. Dans la vie, tu veux quelque chose, tu travailles. Tu vas le gagner, tu vas le chercher. Il ne va pas tomber du ciel. J'attends pas, j'attends pas après la chance. La chance, c'est pour les joueurs de loto. Moi, il faut aller la chercher. Et donc, moi, à partir du moment où je suis quelqu'un de besogneux, hein, même si peut-être au départ, je vais être moins doué que certains, dans certains domaines, je n'ai pas le savoir, je vais aller le chercher. Je vais travailler pour aller le chercher. Ou alors, je vais m'entourer des gens qui vont m'aider, qui vont avancer. Donc, à partir du moment où on a ces valeurs-là, je ne vois pas comment on peut, même si j'ai des contre-exemples, hein, en tout cas, moi, personnellement, je ne vois pas comment je peux avoir du stress ou de la pression. Voilà. Très bien. Et donc, le bilan depuis que tu es en place, ça fait combien d'années? Tu peux nous... Alors, j'ai d'abord démarré par les masculins. J'ai d'abord entraîné l'équipe de France masculine, senior. Donc, toute cette génération qu'on voit beaucoup là aujourd'hui, là, les Teddy Riner, ou autres Cyril Marais, voilà, j'en ai eu beaucoup dans les mains quand ils étaient jeunes. Ensuite, après, moi, j'ai basculé avec les filles. Et au départ, j'étais entraîneur jusqu'en 2016. Et après 2016, on m'a proposé la responsabilité de l'équipe. Donc après, j'ai pris la responsabilité de l'équipe de France féminine. Et aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai une des plus grandes championnes que j'ai entraînées, Lucie d'Écosse, que j'ai accompagnée sur sa carrière, enfin en tout cas sur la dernière partie de sa carrière, qui a été championne du monde, championne olympique, et aujourd'hui, elle travaille avec moi. Donc c'est aussi dans la culture de judo et de la fédération de garder dans le giron fédéral ces grands champions. S'ils le souhaitent. Ça a été mon cas, donc voilà. Elle fait partie du staff. Elle fait partie du staff. Quel âge? Lucie, Hmm. 38 ans. 38 ans. Et mon autre bras droit, j'allais dire, c'est Séverine Vandonen, qui était ma génération d'athlètes, qui a été, toutes les deux, elles ont été championnes du monde, championnes olympiques. Donc c'est dans la culture du judo d'essayer de garder ces champions dans le staff. Très bien. Je vais te poser une question qui est d'actualité. Tu as vu qu'il y a eu beaucoup de scandales dans le sport concernant les agressions, les harcèlements dont étaient victimes des femmes. On l'a vu pour le patinage, mais en athlétisme. Est-ce que dans le judo, apparemment, il n'y a pas eu de ce type de problème et comment vous gérez? Est-ce que, voilà, ce sont des questions que vous avez abordées ou... Enfin, en tout cas, nous, de notre côté, de ce côté-là, tolérance zéro. Maintenant, à ma connaissance, j'ai jamais entendu particulièrement ce type d'affaires ou de harcèlement. Peut-être parce qu'il faut y aller. Hein, moi, je vous demande d'aller agresser Clarisse Agbenienou, on verra si vous allez y arriver. Je ne sais pas. Non, non, mais parce que peut-être, je ne sais pas, peut-être parce que aussi on est un sport de combat où le contact est naturel chez nous et que voilà. Maintenant, personne n'est à l'abri. Hein. Personne n'est à l'abri. En tout cas, nous, on n'a pas attendu l'actualité pour être vigilant par rapport à ça. C'est ça. Et, après, nous aussi, on a un art martial qui vient du Japon où on a de fortes valeurs de respect. Donc, quand je parlais d'éducation, on a des fortes valeurs éducatives. Parce que déjà, par rapport à notre cérémonial, il y a des choses qui sont contradictoires parce qu'on va être en contact, on va se chougner, on va aller à la bagarre, à la baston, comme on dit dans notre jargon. Mais en même temps, il y a ce respect de l'autre avec ce cérémonial, le salut, le tatami quand on salue, quand on fait un combat, qu'on gagne ou qu'on perde, on est obligé de saluer son partenaire ou son adversaire, on est obligé. Même si c'est ce que je dis aux gamins quand on leur dit, quand on leur explique le salut, voilà, je dis, même Teddy Riner, il est 10 fois champion du monde. Quand il monte sur un tapis de judo, même si c'est une finale olympique, il la gagne ou il la perd, il sort, il salue son partenaire au début du combat et il salue son partenaire à la fin du combat. Et s'il ne le fait pas, il sera lourdement sanctionné, qu'il ait gagné ou perdu. Donc, C'est un parce que pour nous, rappel ça, permanent, constant
Y Donc, compris à l'entraînement? y compris, bien sûr, y compris à l'entraînement. Ça fait partie de notre ADN. Et donc, tout ça pour dire, pour en venir par rapport à ça, on sait que nous, on est très vigilant par rapport aux règles, d'accord? Bon, ça ne nous protège pas. On aura toujours quelques cas isolés. Bon, ce type d'affaires, à ma connaissance, au long de ma carrière, je n'en ai pas entendu. J'espère qu'il n'y en aura pas. En tout cas, j'ai Oui, oui, oui. la chance de ne pas en côtoyer. Mais Très bien. OK. Et c'est vrai que nous qui suivons l'actualité, il n'a jamais été, il n'y a jamais eu de référence au judo. Euh, Très bien. Alors, tu as bien insisté à 2, 3 reprises sur les valeurs familiales. Eh ben oui, tu les as associées à celles du judo. Voilà, le travail, le respect, etc. Alors, Larbi Ben Boudaoud, ta famille, papa, maman, ils viennent d'où? Qui sont-ils? Voilà, alors, leur parcours et ensuite le tien. mes parents, c'est les immigrés. Je suis fils d'immigrés, hein. Mes parents, nous, en Kabylie, on vient de Michelet, à Ain el-Hammam. Hmm. Donc, ils sont venus, ils sont venus jeunes. Mon père, il a eu la chance d'être le petit frère d'une grande fratrie. Donc, je dis la chance parce que du coup, ses grands frères, ils ont été bienveillants avec lui. Et donc, ils ont immigré en France. Voilà. Ils ont toujours eu des affaires. Ils se sont associés tout de suite, les frères, et ils ont eu des affaires d'abord dans Paris, puis après dans la banlieue parisienne. Voilà. Et donc, et nous, on a grandi avec la culture berbère, d'accord? Parce que pour nous c'était important. C'était une richesse supplémentaire parce que on était en France, ok? On a grandi avec la culture française, on a été à l'école française, on est né en France. Mais par contre, quand on rentrait à la maison, c'était la Kabylie. C'était la Kabylie. Et donc, ça, je suis très fier aujourd'hui que justement mes parents ils nous ont transmis cette éducation berbère parce que c'était une éducation qui a aussi de fortes valeurs éducatives. Bon, j'en ai donné quelques exemples, hein. Le travail, le respect, euh, une certaine, comment dirais-je, notion de l'honneur, voilà, c'est important. Donc, d'être une bonne personne, voilà, donc ça fait partie de notre éducation. Et ma discipline, mon sport, il a enfoncé le clou un peu plus que ce que faisaient déjà mes parents à la maison. Et donc, on a eu la chance d'avoir cette culture, cette double culture. Et, euh, et à travers notre éducation à la maison, mais aussi, pas tous les ans, mais tous les 2 ans, parce que ça coûtait beaucoup d'argent. On était une famille nombreuse, on est une famille de 9 enfants. Donc, et ben, tous les 2 ans, mes parents, une année, ils économisaient, l'année d'après, ben, ils pouvaient nous envoyer en Kabylie. Donc, on allait passer nos vacances en Kabylie avec les cousins en Kabylie. Et voilà, on était en immersion totale. Et puis après, on revenait en France. Voilà, la Kabylie, c'était que à la maison. Et ça, je pense que c'est une richesse. C'est une richesse culturelle que j'ai rapidement pris conscience. Et puis après, derrière, moi, j'ai même eu la chance avec mon travail de voyager dans le monde entier. Et je m'aperçois, peut-être aussi ça m'a facilité le contact avec des collègues étrangers, parce que justement, j'ai été ouvert très jeune à une autre culture et j'ai vu ce que ça m'avait apporté. Donc, ce qui fait que quand je voyage dans le monde entier, j'essaye aussi de. Et puis, j'ai toujours de bons contacts avec notre équipe nationale algérienne, parce qu'effectivement, même si je combattais pour l'équipe de France, ils voyaient bien Ben Boudaoud de France, ils voyaient bien qu'il y avait un nom à consonance maghrébine, donc tout de suite, quand ils me demandaient. Voilà. Et l'équipe nationale algérienne, où il y a beaucoup, beaucoup de Kabyles aussi. Voilà. Le président de la fédération algérienne est un Kabyle. Voilà, donc, voilà, Et et justement, pour rester sur ces valeurs, les valeurs de ce sport, donc, qui sont donc le respect, le travail, donc l'adversité, dans le combat, est-ce que,
ce sont des valeurs qui sont très appréciées en France et en Kabylie. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que le judo aussi est très apprécié en France et chez les Kabyles, parce que le judo, c'est quelque chose qui est apprécié chez les Kabyles. Moi, mon grand-père, à titre personnel, il en faisait, il nous y a initiés, il nous a mis dedans. Mon père, pareil. C'était limite une obligation, en tout cas chez nous. Alors moi, je suis originaire de l'Arban-et-Thérathène, c'est juste avant Michelet. Mes voisins. Voilà, donc est-ce que c'est ce coin-là qui aime le judo ou est-ce que c'est l'ensemble de la Kabylie? Bon, en tout cas, est-ce qu'on peut parler d'un point de convergence entre la France et la Kabylie avec les valeurs de ce sport? Ouais, parce que la vérité, c'est que, en fait, c'est des valeurs qui sont universelles. La vérité, c'est que c'est des valeurs qui sont universelles. Mais par contre, tu sais, au judo, on a ce qu'on appelle le code moral. Le code moral, pour le citer, c'est des valeurs qui sont écrites sur notre code. Tu as le respect, l'honneur, la sincérité, enfin, le contrôle de soi. Mais on se sert du judo pour transmettre ces valeurs. Et je dis souvent, il ne faut pas que ce soit un code mural, mais c'est vraiment un code moral. À travers le judo, à travers les règles du judo, on nous le transmet. Mais la vérité, c'est que ça commence à la maison. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je dis que ce sont des valeurs qui sont universelles. Et moi, je pense que mes parents me l'ont transmis. Ils m'ont transmis avec leur éducation. Et comme c'est une éducation qui a été franco-berbère, j'allais dire, donc forcément, pour moi, ça fait partie des valeurs des Berbères et des Français, puisque j'en suis le fruit, moi. J'en suis le fruit. Le fruit de par mes parents et de par ma culture française où je suis né, j'ai grandi. Et quelque part, tout ça, il y a plein de personnes qui vont contribuer à ça. Les premières personnes, ce sont tes parents. Parce que c'est eux qui vont t'initier à la vie, qui vont t'apprendre la vie. Mais après, ils s'appuient sur l'école. On parle d'éducation, hein, l'école, il y a de l'éducation aussi. Bon, on y va aussi pour l'instruction, mais il y a aussi de l'éducation. Et puis, il y a le sport. Voilà. Mais le socle, la base la plus importante, c'est quand même le socle familial, la famille. Et donc, moi, cette famille, c'est une famille kabyle avec les valeurs et la richesse culturelle kabyle. Et je pense que aujourd'hui, eh ben, cette culture, cette richesse qui m'a été transmise par mes parents, elle a contribué à ma réussite. Et moi, je m'y retrouve totalement quand je me retrouve à faire de la performance à très très haut niveau. Je n'ai pas de souci avec les valeurs parce que elles étaient déjà, enfin déjà, c'était déjà le message que nous passaient nos parents. C'est Alors, important. Larbi, là, tu, ab- tu abordes un sujet extraordinairement difficile, hein, et avec une sérénité, une aisance, une facilité, je dirais, étonnante. Parce que tu sais bien que beaucoup de personnes ont du mal à concilier ces identités. Voilà, aller vivre de façon épanouie, de façon harmonieuse. Or, toi, tu as réussi vraiment à faire la synthèse et je dirais même parce que je te connais depuis maintenant 25 ans, et ce qui m'a frappé, il faut le dire, c'est que ta dimension berbère dans cette identité française, dans cette appartenance française, c'est quelque chose que tu portais naturellement. Voilà. Et ce qui n'est pas chose évidente. Voilà, il y a des conflits d'identité, des conflits chez beaucoup de personnes qui mettent de côté une partie de leur culture, de leur identité. Et ce qui est frappant chez toi, voilà, ce sentiment d'appartenance à la fois à la France, tout euh, en vivant pleinement ta kabylie, ta berbérité. Comment comment tu expliques ça? Bah, tout simplement parce que c'est assumé. Mais, C'est assumé et en plus, moi, je le prends comme une plus-value. Alors, il y en a qui diront oui, mais parce que toi, dans le domaine du sport, c'est moins compliqué parce qu'on t'as pas laissé le choix aux gens, tu as été le meilleur et tout. Mais dans la vie, c'est comme ça, quel que soit le domaine. Tu vas te présenter
pour un travail, à toi de faire en sorte d'être le meilleur, d'accord? Si ce n'est pas le cas. Bon, après, il y en a qui me diront, oui, mais peut-être mon ami, bah, les personnes en face de toi, s'ils ne prennent pas conscience que dans ton CV, le fait d'avoir cette double culture, c'est une plus-value, bah, pour moi, c'est des gens qui feraient des erreurs grossières. Parce que pour moi, je vais même aller plus loin. Je le revendique parce que c'est mon éducation. Mais je dis que le multiculturalisme, c'est une richesse. C'est une richesse. Euh, je dis que je me suis encore plus enrichi à travers tous mes voyages dans le monde entier. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, celle que je connais sur le bout des doigts, c'est la culture française et la culture berbère, parce que c'est mon éducation. Mais aujourd'hui, je, 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 je connais certains pans de la culture japonaise ou de la culture, j'allais dire, azérie ou la culture ouzbek ou la culture chinoise ou autre, parce que j'ai voyagé dans tous ces pays et et ben, du coup, je me suis fait des amis dans ces pays-là et qu'on a échangé et on a partagé nos cultures différentes. Et ça, pour moi, on ne peut pas le prendre comme n'étant pas une plus-value. Après, je peux comprendre qu'il y ait des expériences qui font que peut-être qu'il y a des gens qui se disent, bon, bah, pour X raison, j'ai pas été pris parce que moi, je suis pour la méritocratie. Alors peut-être, je sais que des fois, c'est un peu utopique, mais je me dis, quand tu es le meilleur, voilà, si tu fais en sorte d'être bon, et c'est toi qu'on prendra. Et c'est toi qu'on prendra. Donc après, peu importe. Et moi, je pense que tu as plus de chances d'être. Enfin, tu as un petit truc en plus, d'accord, par rapport par rapport à ton collègue qui n'a connu que la culture. Mais je vais aller même plus loin. Même en France, la culture régionale. Le breton, le normand, le marseillais, l'occitanie. Mais c'est des richesses, ça. Pourquoi on va s'en priver? Et moi, je ne comprends pas leur guéguerre. Ah, moi, je suis parisien. Ouais, ben alors, bon, avec leur histoire, en plus, il y a un lien avec le sport, le PSG, l'OM, le truc. Non, pour moi, c'est des choses, on doit passer au-dessus de tout ça. Au contraire. Alors après, moi, je l'ai fait naturellement parce que, aussi, oui, c'est vrai, j'ai pas laissé le choix. J'ai été le meilleur. Et que on m'aime bien ou on m'aime pas, quand je montais sur un tapis de judo, si c'est moi le meilleur, c'est moi que tu sélectionnes. Alors, c'est un peu utopique, mais je me dis peut-être que dans le monde professionnel ou dans la vie de tous les jours, bah, c'est la même chose. Fais en sorte d'être le meilleur pour être incontournable. Tu dois être, voilà. Et même si parfois, bah, peut-être il y a des contre-exemples, mais il faut pas voir le verre à moitié vide, mais plutôt à moitié plein. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste et je dis aux gens, avancez. C'est pas grave. Et s'il y en a qui ne prennent pas conscience de ça et que vous tombez dans votre parcours sur des gens qui ne le prennent pas comme une plus-value, eh bien, mettez-les de côté. De toute manière, il n'y a aucun intérêt à côtoyer ces gens-là. Mhm. Et tu sais bien que notre société, aujourd'hui, la France, elle est traversée par beaucoup de conflits, de polémiques à tous les niveaux. Est-ce que dans l'équipe de France, vous échappez à ces polémiques, à tous ces débats sur le racisme, Alors, les discriminations euh, alors, nous, je dis toujours, hmm. alors moi je l'ai déjà dit, j'ai déjeuné avec le président de la Fédé encore la semaine dernière, nous sommes de ce côté-là, le judo, je ne veux pas tirer la couette au judo, hein, mais de ce côté-là, on est le sport le plus universel. C'est-à-dire que nous, toutes les couches sociales sont représentées. Et toutes générations confondues, à mon époque ou actuellement. Parce que moi, à mon époque, je me suis retrouvé en équipe de France avec des Stéphane Traîneau qui venait du fin fond de la Vendée, des David Douillet qui venaient du fin fond de la Normandie, moi qui venais de la banlieue parisienne, Jamel Bourras qui venait de la banlieue lyonnaise. Quelles étaient les chances qu'on se retrouve amis aujourd'hui avec Douillet ou avec Bourras s'il n'y avait pas eu le judo? Ben non, nous, le judo, ben, ça nous a réunis. Ça nous a réunis. On vient de milieux, de cultures, milieux enfin, sociaux différents. On peut avoir un fils de cadre supérieur comme un fils d'ouvrier ou un fils d'agriculteur. Peut-être que David, s'il n'avait pas fait de judo, il aurait peut-être postulé pour le bonheur est dans le pré. Il aurait fini sur un tracteur en Normandie. Je ne sais pas. Donc, je fais exprès de faire des clichés
Parce que souvent, par rapport à moi, on en a fait beaucoup. Larbi Ben Boudaoud, d'origine maghrébine, qui a grandi dans le 93. Donc, avec tous ces clichés qui vont avec, ah, s'il n'avait pas eu le judo, peut-être qu'il serait braqueur de banque. Non. David Douillet, s'il n'avait pas eu le judo, il ne serait peut-être pas sur un tracteur. Mhm. Donc, mais tout ça pour dire que nous, le judo, vraiment, vraiment, il n'y a aucune barrière sociale. C'est un sport où on peut en trouver. On a un maillage sur le territoire qui est exceptionnel. On va se retrouver dans des grandes agglomérations ou au fin fond d'un milieu rural, dans les Deux-Sèvres ou je ne sais où, on va trouver des clubs de judo. Donc toutes les couches sociales sont représentées. Et en plus, ne serait-ce que par notre manière de pratiquer la discipline, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être un homme, un jeune homme, une jeune femme, on peut être grand, petit, fort, mince. Tout le monde peut pratiquer le judo. En plus, on a les catégories de poids. Ça va de la 48 kg jusqu'à la plus de 78. Donc, quand une fille, nous, on a des filles qui font 120 kg, bah, cette fille-là, elle peut rêver d'être championne du monde ou championne olympique en judo. Malheureusement, si elle avait choisi de faire, je ne sais pas moi, de la gym ou de la poutre, être comme Nadia Comaneci, son rêve, ça aurait été un peu plus compliqué. Et ben nous, au judo, on lui ouvre la porte, on lui dit t'es bienvenue. Allez, viens. Si t'es la meilleure, tu seras sélectionné. Et donc ça, de ce côté-là, je trouve qu'on est un exemple. Et je trouve ça même dommage que la Fédé ne communique pas assez là-dessus. Moi, en tout cas, je ferais carrément une campagne de pub là-dessus, pour dire que voilà, le judo, nous, aucune barrière. Vous êtes tous le bienvenu. Très bien. La famille Kabyle, tes parents fiers de toi, de ton parcours. Est-ce que, question intimiste, tous tes frères et sœurs ont eu cette éducation, cet attachement fort à la kabilité, aux valeurs amazighes berbères? Ah oui, bien sûr, c'est normal. On a tous grandi en même temps, on a mangé dans la même assiette. On a tous, on a tous grandi. Non, non. Et puis, ah non, non, nous, c'était tout le monde. Hein, ça, c'est important. Et encore, encore aujourd'hui, ma mère, j'ai jamais compris pourquoi. D'ailleurs, je lui ai dit, mais je sais pas, elle n'a pas voulu. Elle parle pas très, très bien français. Pourtant, ça fait 50 ans qu'elle est en France et tout. Moi, peut-être parce que ses amis, c'était des Kabyles et qu'elle parlait toujours kabyle. Et, voilà. Et moi, aujourd'hui, encore aujourd'hui, quand je parle avec ma mère, c'est qu'en kabyle. Et donc, nous, c'est vrai, quand je dis que quand on rentre à la maison, il y avait une frontière en rentrant en Kabylie. Et après, quand on sortait, bah, c'était la France. Donc, et ça, c'était pour moi, aussi bien pour moi que mes frères et sœurs. Donc, cette culture, elle est ancrée en nous, ça, c'est sûr. Tu vois, Massinissa, c'est les discussions, les débats que nous avons sur ces questions d'identité ou, voilà, auxquelles sont confrontées beaucoup de personnes et qui ont des difficultés à les faire épouser, à les faire vivre tranquillement, paisiblement, harmonieusement et se sentir à la fois citoyen français et berbère et kabyle. Voilà, donc, c'est une belle démonstration, Larbi, et je pense que ta parole, elle doit être portée, parce que ça va aider beaucoup de jeunes et de moins jeunes à se construire sereinement. Je vais donner un exemple concret. J'ai des amis, des collègues qui sont kabyles comme moi. Et moi, quand ils m'entendent parler kabyle, ils hallucinent et ils se disent ah, dommage, moi, je regrette de ne pas parler kabyle comme toi. Mais je leur pose la question mais pourquoi vos parents ne vous ont pas parlé kabyle? Et en fait, les parents, ils se disaient, et c'est un non-sens pour moi, ils se disaient bah, on veut qu'ils s'intègrent bien, on veut pas que voilà, donc on veut pas les perturber dans leur et donc on veut qu'ils parlent français bien et donc ils leur parlaient qu'en français. Ils leur parlaient qu'en français. Bon, moi j'ai pas eu le choix, ma mère parlait pas français, donc j'avais pas le choix. Mais, euh, mais même si elle avait bien parlé le français, elle m'aurait parlé qu'en kabyle. Parce que et aujourd'hui ils regrettent que leurs parents l'auront pas, des gens de ma génération, ils regrettent que leurs parents ne leur ont pas parlé kabyle. Je parle par exemple de l'exemple de la langue parce que c'est quand même un lien, un trait d'union culturel énorme, le langage, la langue. C'est quand même, voilà. Et, et, euh, et aujourd'hui, ils regrettent que leurs parents ne leur aient pas parlé kabyle. Mais les parents, quand ils l'ont fait, à l'époque, c'était dans un souci de bah, on veut qu'ils soient bien intégrés, on ne veut pas qu'ils mélangent les cultures pour pas qu'ils se plantent. Donc, même eux ne l'avaient pas pris comme une richesse. Une richesse. Et aujourd'hui, on doit se battre pour leur faire comprendre que c'est l'inverse. Au contraire,
Au contraire, on doit leur apprendre cette double culture. On est des fils d'immigrés, mais notre culture, elle doit pas s'éteindre, hein. Elle doit se transmettre de génération en génération. Mhm. Alors, il y a quelqu'un qui devrait nous rejoindre, quelqu'un qui t'aime beaucoup. On attend, on attend son arrivée. Il y a beaucoup de gens qui t'aiment, Larbi, hein. Euh, et question, tu parlais de ces personnes qui reprochent à leurs parents de ne leur pas avoir appris le kabyle. Est-ce que tu ressens qu'il y a une demande forte aujourd'hui, il y a chez les gens que tu rencontres cette recherche de kabyléité, de berbérité, il y a un retour, une prise de conscience ou comment tu Ben, ressens les choses? mais en fait, de mon point de vue, il faut le faire de manière intelligente. Il ne faut pas aller dans les extrêmes. C'est-à-dire que je le prends toujours comme une plus-value, je me répète, comme une richesse. Là où il ne faudrait pas aller dans l'extrême, c'est sombrer dans le communautarisme. Mm. C'est-à-dire que dire que voilà, parce qu'on est français, hein, on est né en France, on a grandi en France, on a été à l'école de la République, on a la culture française et on peut dire ce qu'on veut. On est français. Mais aussi, bah, ne serait-ce que peut-être aussi notre histoire, comme je dis, quand je dis que c'est une plus-value, aujourd'hui, il faut faire comprendre aussi à nos interlocuteurs, et Mm. c'est ce que je dis, que vous avez des gens qui ont une richesse supplémentaire. Donc, ils peuvent vous apporter des choses supplémentaires. Mm. Si les gens qui ne sont pas dans cette démarche, à la limite, il ne faut pas les côtoyer. Et c'est eux qui seront perdants. Mais si, par exemple, on a subi des échecs, il ne faut pas répondre par le communautarisme. Donc, oui, vouloir rentrer, connaître son histoire, son parcours, ses ancêtres, c'est bien, mais pas, pas j'allais dire, Pas au rompre avec détriment, la République, pas au détriment de de, la République. entre autres, de la République, de ce que vous êtes aussi vraiment. Vous êtes des Mm. Français, vous êtes nés en France, vous avez grandi en France. Voilà. Mm. Donc, ça, voilà. Alors, même si vous allez vous confronter peut-être à des gens en face de vous qui vous diront toujours oui, mais ouais, mais parce que tes origines, des trucs, eh bien, il faut faire Ça, fi de ça. ça, on l'entend souvent, hein. Mais il faut faire fi de ça et dire Oui, oui, aujourd'hui. je suis Alors, d'accord, je suis d'accord. Tu parles à un convaincu. alors, 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 euh, alors, on va toujours te dire, ouais, mais l'arbitre, toi, c'est facile, t'es l'exemple, Mm. mais bon, on n'en a pas 150. Mais aujourd'hui, ces interlocuteurs-là, qu'ils ne le comprennent pas, qu'ils le veuillent ou non, ça va les rattraper, ce sera comme ça. C'est comme Mm. ça. On fait partie du paysage français aujourd'hui, les fils d'immigrés. Oui, le responsable de l'équipe de France féminine de judo aujourd'hui, c'est Larbi Ben Oudaoud. Mm. Et quand il combattait, il avait le coq France. Voilà. Mais il est aussi très fier de retourner en Kabylie et d'aller voir dans son petit village, à mon modeste niveau, quand ils étaient contents de ma réussite parce qu'ils suivent à la télévision française, bah, ils ont décidé de faire un petit dojo dans mon petit village. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je les ai aidés à mon modeste niveau. Ils ont fait un petit dojo, on les a aidés un petit peu financièrement pour qu'ils fassent. Et pourtant, je suis un combattant français qui combat pour la France. Voilà, mais ils étaient fiers de, comme ils disent, de l'enfant du village là, qui a réussi en France. Et moi, je suis fier que justement, cette joie que j'ai pu apporter à mes proches, eh ben, elle est communicative et je l'ai partagée au-delà des frontières de la France. Dans mon petit village en Kabylie, ils étaient très contents. Donc après, je les ai aidés comme j'ai pu, mais voilà, et ça, le sport, je sais que le sport permet de le faire, mais la vérité, c'est que ça doit aller au-delà du sport. Et je peux entendre que dans d'autres milieux, notamment dans le milieu professionnel, peut-être, voilà, dans le monde du travail et tout, c'est un peu plus compliqué. Et là, je dis qu'il faut répondre à ça avec des compétences. Avec des compétences. Soyez meilleurs que les autres. Très bien. Lamia, s'il te plaît, tu regardes si Zitoun est présent. Si
J'aimerais bien qu'il nous rejoigne. Massinissa, des questions à poser à l'arbitre? Tu as vu la Ah, force de son propos? j'ai vu, j'ai vu et entendu. Et justement, est-ce que vous n'utilisez pas ça en fait, tout à l'heure, vous parliez vous faites des stages à l'étranger. Est-ce qu'au final, le côtoiement de la diversité, donc la diversité de cette richesse, est-ce que vous l'exploitez à travers des stages en partant à l'étranger? Parce que, ou est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a, il y a un point commun avec ça? Parce que d'après ce que vous dites, il y a un sérieux intérêt à faire des stages à l'étranger. Vous en faites régulièrement avec votre équipe. Donc, j'imagine que bon, il y a un échange de connaissances, il y a un échange de culture aussi. Je pense que c'est pas qu'à travers le sport. Il y a un ensemble de choses. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ah, mais ça c'est forcément une plus-value. Et la démarche que j'expliquais tout à l'heure sur le national, de dire qu'il il fallait qu'on travaille ensemble et tout, aujourd'hui, on est obligé de le faire aussi de manière internationale. Bon, alors après, on contrôle un peu plus de choses parce qu'on va. Enfin, en termes de savoir, les étrangers ont du savoir aussi. On n'a pas inventé le judo, hein. Mais, mais c'est sûr que quand j'arrive, c'est souvent mes interlocuteurs étrangers, souvent c'est peut-être aussi des gens de ma génération, et donc ils reconnaissent le champion que j'étais. C'est sûr que ça facilite la relation. Et en plus, maintenant, quand j'arrive avec l'équipe de France, comme j'ai aujourd'hui en charge la meilleure équipe au monde, ça ouvre encore d'autres portes. C'est-à-dire que, par exemple, si moi, il y a des pays, je vous donne un exemple, la Slovénie m'invite à venir s'entraîner, d'accord? Ils attendent, ou l'Allemagne, par exemple, ils vont attendre que je leur confirme que je vais venir avec mon équipe de France. Dès que je leur dis que je vais avec l'équipe de France, ils communiquent. Parce qu'ils savent que si je sais pas moi, c'est comme si tu disais viens faire un stage de foot, et puis il y aura l'équipe du Brésil. Donc, du coup, toutes les autres équipes étrangères ont dit il faut qu'on aille faire ce stage. Et ben, Ah nous, oui, c'est pareil. Donc, c'est pareil. Et ouais, puis après, il y a aussi une histoire de personnes, parce qu'il y a des gens que je connais, que je connais. C'est beaucoup de l'humain, hein. Après, mais on a, même sur l'international, on a aussi cette démarche de, eh ben, on va prendre les meilleurs, puis on va s'entraîner entre nous. Bon, on le fait moins, enfin, on le fait pas au quotidien, parce que, voilà, nous, on a la chance en France d'avoir des structures qui peuvent faire qu'on peut rester chez nous. OK? Donc, on peut sélectionner nos stages à l'étranger. Mais il y a des pays qui font que ça. Il y a des pays qui font que ça. Alors après, c'est le jeu de la concurrence internationale. Moi, de temps en temps, je reçois. De temps en temps, je ferme. Quand je commence une préparation, qu'on me demande de venir, je dis ferme. Je ferme. Je veux bien l'entraide et la prospérité mutuelle, mais comme il y a un système concurrentiel, je veux bien vous aider, mais vous restez en dessous sur la marche du podium. Je veux continuer à vous regarder dans. Bon, Larbi, c'est très passionnant de t'entendre t'exprimer. Franchement, je suis très content de cet échange. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui t'aiment, qui t'apprécient. Et alors, on aurait pu en inviter des dizaines, hein, des centaines. Mais bon, il faut faire un choix. Et donc là, j'ai demandé à Zitoun Kerkaden. Carcaden, Voilà, Carcaden, frère de je shérif. crois Famille de que judoka, ça aussi. voilà, vous êtes avec nous, hein. L'artiste. Voilà. Zitoun, on t'entend? Est-ce qu'on connexion vous entend? connexion à l'audio. Notre ami Zitoun, il faut qu'il coupe il enclenche le micro. Ouais, voilà, ce sont des Les aléas techniques du que direct. nous apprenons à utiliser. Il y a quelques couacs. Ah, je le vois avec son frère shérif, là. Il faut mettre le Voilà. micro, les frères Kerkaden, là, il faut connecter le micro. Alors, attends une seconde, on va regarder. Non, il, f- Leur micro est coupé. ouais, il Si- faudrait. Alors, ou Sinon, alors il faut ressortir et revenir. sinon, Mustapha, moi Oh, j'ai une question en attendant qu'il se Oui, connecte. Zitoun, vous sortez et vous revenez. Oui, vas-y, Massinissa. Oui, alors Larbi, devenu champion du monde en 99. Une année après la victoire de l'équipe de France de football avec Zinedine Zidane, il y a le président de la République à l'époque, Jacques Chirac, il écrivait donc à votre sujet
enfin, j'ai retrouvé ça juste dans la presse une brève phrase. Super, c'était super, superbe, bravo, toutes les portes vous sont ouvertes. Oui, il m'avait envoyé un courrier. Il m'avait envoyé un courrier quand j'ai fait champion du monde. D'abord un fax à l'hôtel directement où on était là en Angleterre, et après un courrier à la maison. Et à la fin de sa main, il avait écrit, voilà, bravo, vous êtes la fierté, voilà, de la République, et que aujourd'hui toutes les portes vous sont ouvertes. J'en avais rigolé parce que j'avais dit à vos collègues, vous savez quoi, je vais lui répondre, je vais lui dire, eh ben, vous avez oublié de me mettre le double des clés. Mais, non, après ça aussi, c'est une belle reconnaissance. Voilà, j'ai eu la chance d'être, en parlant de Chirac, eh ben, c'est lui qui m'a remis. J'ai eu, j'ai amené mon père. Ça m'a fait plaisir parce qu'il ne connaît pas tout ça, mon père, et il reconnaissait, j'ai dit, dans des hauts lieux de la République, puisque j'ai eu la chance d'avoir j'ai été chevalier de l'Ordre du Mérite national, qui a été remis à l'Élysée par Chirac. Donc, En 2003. non, c'était en 2000. Ah, En en 2000, 2000, pardon. au lendemain des Jeux de Sydney. Et D'accord. donc, à plusieurs reprises, on a été reçus à l'Élysée. Voilà. Et donc, ça, c'est des hauts lieux, c'est une belle reconnaissance. C'est des hauts lieux de la République bon, après, tant mieux, il y a une reconnaissance aussi du sport. Et qu'aujourd'hui, moi, je pense que les États, même s'il y a encore des choses à faire, et c'est pour ça que je disais à Blanquer, quand je l'ai croisé avec la ministre, là, la semaine dernière, que je trouvais que c'était bien, que c'était pour moi bien que l'éducation nationale, il y en a qui le voient comme ah, on va disparaître. Ah non, au contraire, on veut que ça prenne de l'ampleur. On prend conscience que le sport, il y a un vrai rôle éducatif dans notre société à travers avec le sport. Alors, moi, en ce qui me concerne aujourd'hui, je suis plutôt représentant d'une vitrine, j'allais dire, puisque c'est le haut niveau, c'est ce qui brille, c'est les médailles. Mais moi, je vois au-delà du sommet de la pyramide. Je pense que le sport permet d'avoir une bonne base dans notre société, aussi bien d'un côté éducatif, et je pourrais même parler d'un côté médical, santé. Voilà, le sport santé, c'est important. Quand on fait du sport, on est en bonne santé. Et donc, et ça, c'est pour les personnes qui. Bah, j'allais dire, tout le monde devrait pratiquer du sport. Après, à chacun son niveau, son truc. Voilà. Nous, on est dans l'extrême parce que c'est le très haut niveau, mais la vérité, c'est que le sport, avec ses valeurs universelles, devrait être partagé par tout le monde. Oui, pardon, en 2003, c'était le prix du kimono d'or. Kimono d'or, ouais, c'est l'équivalent du ballon d'or au judo. Je l'ai eu D'accord. 2 fois ou 3 fois, je ne sais plus, je crois. 2, 3 fois. Très bien. Je crois que maintenant, on est en contact avec les Kerkaden, n'est-ce pas? On vous Non, entend? non, parce qu'ils ont toujours coupé le micro. Et quand on voit le petit micro en haut à gauche rouge, là, Ah, non, il faut non, tout. non, non, ah, non, non, si, Non, si, c'est si. bon. Ah, Non, c'est c'est bon. bon. Normalement. Salut Darby. Ah, messieurs les Kerkaden, comment allez-vous? Ça Hein, va, Chérif, comment il va? Il va très bien. Ça va, l'arbitre, tu vas bien? Chérif, que j'ai vu la dernière fois, Chérif, il est formateur justement de prof de judo à l'Institut du judo. Et j'ai eu la chance cette année d'avoir une promotion qui a porté mon nom. Donc, alors après, j'ai été sondé Chérif pour savoir est-ce que c'était une bonne promotion, est-ce que ça valait le coup de mettre mon nom sur cette promotion. Et Chérif m'a dit nickel. Eric, Oui, bonjour. Il a été formateur dans la promotion Larbi Ben Boudaoui. Hein. Exact. J'ai eu cette chance et cet honneur. Et moi, j'ai eu la chance et l'honneur. Ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ma double culture, cette richesse que j'ai et tout, aujourd'hui, j'essaye de la transmettre à mes enfants. Donc, dès que j'ai pu, j'ai amené mes enfants, il y a encore 2 ans, là, 3 ans, je ne suis plus en arrière, j'ai amené mes enfants en Kabylie. Et quand j'ai été en Kabylie, j'ai rendu visite à Chérif. Et j'ai été dans son village là-bas en Kabylie, chez ses parents, on a mangé le couscous, on a été à la cascade, on a été se baigner Gouessif et tout, avec les enfants et tout. Et voilà, j'ai fait découvrir ça à mes enfants. J'ai eu un super accueil d'ailleurs par les Kirkadem là-bas, chez eux, en Kabylie. Ouais. Ça fait plaisir, parce qu'on les côtoie en France, mais quand on est chez eux là-bas directement, et je crois qu'on avait appelé Zitoun d'ailleurs, c'est ça? On t'avait appelé Oui, ce oui, jour-là, oui, hein? Avec direct, les ouais. parents. Voilà. Tout à fait. alors, Chérif, tu peux nous dire ce que tu fais?
Alors, bonjour à tous, Zulflaoun. Donc, moi, je suis éducateur sportif, je suis professeur de judo, donc précisément dans le Val-de-Marne, sur Saint-Maur-des-Fossés. Donc, je suis directeur technique d'un club qui est un club formateur. Donc, on est par contre pas mal de licenciés pour un petit club formateur. On est 800 licenciés, c'est une très grosse structure. Et puis voilà, donc c'est vrai que, alors j'ai pas tout écouté de ce qu'a dit Larbi, mais c'est vrai que moi, ma façon de voir les choses, c'est à travers notre sport et cette superbe discipline qu'est le judo, et ben, c'est d'en faire des hommes. Après, s'il y a certaines personnes, s'il y a certains judokas qu'on peut emmener vers le haut niveau, qu'on peut les emmener via l'arbi, tant mieux. Sinon, bah, c'est d'en faire des hommes dans la vie de tous les jours via leur ceinture noire. Donc moi, c'est ma façon de voir les choses. Voilà. Et vous êtes plusieurs frères, je crois, à être entraîneur de judo. Oui, on est deux frères. On est, alors, sur quatre, il y en a un autre aussi qui est professeur. Alors, dans des petits clubs, mais il est prof sur 4 clubs. Donc, sur la Cambrie, là où on réside, sur Noiseau, sur Santeny et à Lésigny. Donc, c'est vrai que c'est 4 petits clubs, mais dans les chaque club, ils sont à peu près 200 licenciés. Donc, il en a 800 en tout. Alors, donc, c'est pas mal aussi. Sur Saint-Maur, c'est l'un des 10 plus gros clubs. Ouais, sur une salle, c'est vrai que en France, allez, on est dans les 15 premiers clubs français au nombre de licenciés. Et c'est vrai que, mais par contre, on tourne sur une seule salle. Et c'est vrai que c'est sur une salle, c'est énorme. Alors, question, qu'est-ce que ça vous fait de savoir ou d'avoir un garçon comme Larbi à la tête des équipes de France féminines? Ah bah c'est un honneur. Alors après, je ne sais pas si l'arbitre s'en souviendra ou pas. Moi, j'ai une image marquante, moi, qui m'a marqué. C'était en 2004, je crois. Il préparait le tournoi de Paris et je m'entraînais à l'INSEP. Donc, je le regardais avec des yeux gros comme ça, parce que c'était pour nous, pour le judo français et pour nous, berbères, algériens, au-delà des Amazirs, hein, des Kabyles de France, mais c'est vrai qu'ils représentent les Algériens, les Kabyles et Les Berbères. Les Berbères, effectivement. Hein. Et donc, je lui avais servi de partenaire. Moi, après l'entraînement, je m'en souviens, je crois que c'était le jeudi ou le mardi, parce que les entraînements, c'était le mardi matin, jeudi matin, je crois. Et il avait encore un peu de poids à perdre et des petits réglages à faire. Et donc, à la fin de l'entraînement, il m'appelle, il me dit, tiens, j'ai besoin de faire quelques nagekomi, des techniques à faire. Donc, je lui ai servi de partenaire. Et dans la foulée, lors de la compétition, donc il gagne le tournoi de Paris. Donc, quelque part, j'étais super content de voir ça. Ça, c'était avant les Jeux Olympiques d'Athènes. Et autre image, moi, qui m'avait marqué via l'arbitre, c'est lors de mon premier stage national avec l'équipe de France senior, etc. C'était en 97. Ils préparaient les championnats du monde à Paris. On était à Aix-en-Provence, donc en stage. Et j'avais la chance, moi, d'avoir ma chambre juste à côté de la sienne. Donc, il était avec aussi un autre ami en commun, un très bon ami à lui, Nasser. Donc, et j'entendais du lui dire, etc. Donc, ça me faisait rire, quoi. Donc, ça, j'appréciais énormément. Et c'est vrai qu'il ne me connaissait pas plus que ça à cette époque-là, mais on sentait ce message de grand frère à chaque fois qu'il me voyait. Ça va, tu vas bien, ça se passe bien, etc. Donc, et c'est vrai que ça m'a énormément marqué, quoi. Chérif et ses frères d'ailleurs, c'est des fervents représentants de la culture berbère. Eux, ils sont pas berbères à 100%, ils sont berbères à 200%. Donc, vraiment. Et effectivement, quand on était en équipe et tout ça, d'ailleurs, l'ami en commun qu'on a, c'est un berbère aussi, hein, c'était Kabil Laksar, voilà. Donc, et effectivement, il y a un petit truc en plus quand tu croises l'athlète, le jeune athlète qui arrive, Kabyle, qui rêve de devenir, et puis c'est un petit Kabyle aussi, donc tu vois, tu dis, allez, vas-y, comme ils disent, on s'en zone que non. Voilà. Donc, vraiment, moi, fier d'avoir des collègues comme la famille Karkaden, c'est une bonne personne. Même ses parents, quand ils les ont reçus et tout, là-bas en Kabylie, c'était très, très bien. D'ailleurs, moi, je suis content que mes enfants découvrent la culture berbère aussi à travers des personnes comme ça. Voilà, parce qu'on a un peu une histoire en commun. Alors, Larbi, il y a Zitoun. Lui, l'artiste. il L'artiste. pratique pas le judo, hein, mais il pratique un autre art. Hein, il le fait très bien parce que
cette semaine, on avait été reçus dans un autre haut lieu de la République, au Sénat, et il a offert un super portrait au sénateur du Val-de-Marne, Laurent Lafont, n'est-ce pas, Zitoun? Tu as fait beaucoup de portraits, et particulièrement d'un homme que nous aimons tous et qui nous a quittés. Et dire, je l'ai vu. Oui, effectivement, si vous suivez un petit peu le fil d'actualité sur mon profil depuis qu'il est décédé, effectivement, Idir, j'ai fait pas mal de portraits de lui et il y en a d'autres qui vont arriver et j'en ai pas mal en commande aussi. Et ouais, Idir, c'est une grande histoire entre Tu lui et la moi. raconteras, tu t'es engagé à la raconter. De quoi? Ton L'histoire? histoire avec Idir. Ah, ah oui, ma première rencontre était énorme. J'avais 22 ou 23 ans et j'avais des amis à qui j'avais fait découvrir Idir qui m'ont appelé, qui m'ont dit on t'a pris une place pour aller voir Idir, il passe à Comble-la-Ville et il passe la semaine prochaine. Et, j'étais super content à l'idée d'aller le rencontrer pour la première fois de ma vie. Et moi, j'ai eu la présence d'esprit de faire son portrait et pour aller lui emmener. Et moi, le but, c'était d'aller le rencontrer. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis à la tâche, j'ai fait le portrait de Idir et je l'ai encadré. Et je suis parti avec ma petite R5, je me rappelle très bien, une bonne heure et demie avant le concert. Et j'ai été avec mon cadre sous le bras et je suis arrivé là-bas, il y avait une queue immense et j'étais au culot, j'étais passé tout le monde, j'étais à l'accueil, je me suis présenté. Une personne m'a demandé d'attendre qu'elle appelait un responsable. Et quand le responsable est arrivé, il s'est avéré que c'était son producteur de l'époque. Il m'a fait rentrer et je me suis présenté. Voilà, je m'appelle Zitoun Kirkaden, je suis artiste peintre, jeune artiste peintre, et j'ai fait le portrait de Monsieur Idir. Et j'aimerais le lui remettre. Et il m'a demandé de lui montrer. Il m'a fait rentrer. Je lui ai montré et là, il était subjugué par la qualité du trait, du dessin. Donc, il m'a dit, mais c'est magnifique ce que vous avez fait là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans un endroit fermé et on va le mettre dans une pièce. Et à la fin du concert, vous venez me voir. On ira le chercher et on ira voir Monsieur Idir pour le lui remettre. Et vous imaginez que pour un gamin de 22-23 ans, voir pour la première fois Idir, alors qu'on l'écoute depuis l'âge de 5-6 ans, c'était énorme. Et du coup, quand le concert s'est terminé, je suis allé voir son producteur. On est allé chercher le cadre et on l'a emmené. Il m'a emmené voir Idir. Et donc, je me rappelle très bien, il y avait une grande salle, c'était sa loge avec tous ses musiciens. Il m'a reçu, et il a appelé Monsieur Idir en disant Monsieur Idir, il y a un jeune homme qui est venu vous voir et il a quelque chose pour vous. Et là, j'ai vu Idir pour la première fois qui s'approchait vers moi. Et instinctivement et naturellement, je lui dis bonjour comme chez nous au bled, je lui fais la bise. Et là, je me suis présenté, je lui ai montré le cadre et du coup, tous ces musiciens se sont agglutinés autour du cadre, autour du portrait. Et il y en a même un qui a lâché, mais je te préfère. Très bien. Bougez pas trop votre. Je crois que vous êtes sur un mobile. Hein. On ne t'entend plus, Zitoun. Hein. Zitoun, on t'entend plus. Il y a un problème. Est-ce que vous m'entendez, l'arbitre? Tu m'entends? Oui, moi je vous entends très bien. Oui, oui. Mais est-ce que vous l'entendez? Non. Non, non. On t'a perdu, Zitoun. Voilà. Zitoun? Oui. On t'a perdu un moment quand les artistes, les musiciens se sont agglutinés autour d'Idir et du portrait. Il ne faut pas bouger là, votre mobile. Je crois que vous êtes sur un mobile. Oui, on est sur mobile. C'est pour ça. Oui, ne le bougez pas trop. D'accord. Et donc, ils se sont effectivement agglutinés autour du portrait et
il y a son guitariste qui a même fait la réflexion suivante en disant mais moi je te préfère sur le cadre en vrai. Du coup, ça fait rire toute l'assemblée. Et il m'a proposé de m'asseoir, il m'a offert à boire. On a discuté 5-10 minutes. Et puis, par la suite, il m'a demandé où j'habitais. J'ai dit la Curie-en-Brie, à côté de Ponto-Combo. Et effectivement, il interpelle son producteur en disant mais il me semble qu'on a un concert prochainement sur Ponto-Combo. Et là, il me donne la date. Et c'est avéré que cette date-là, au même moment, je lui ai dit à tel endroit, tel jour, j'expose. Il m'a dit bon, écoute, je viendrai voir ton exposition. Et Zitoun, excuse-moi, Oui. on n'aura pas le temps d'aller jusqu'au bout, hein, parce Oui. qu'on a un autre programme après. Pas de souci. Mais ton histoire, tu auras l'occasion de la raconter, elle est magnifique, hein. Tu as déjà raconté le début de la rencontre avec Idir, parce que c'est une longue histoire avec, Ouais, exactement. voilà, avec beaucoup de moments très forts, très émouvants. Donc, Oui. voilà, je te propose que tu laisses la suite pour un autre moment où tu seras l'invité principal, où tu raconteras tout ça. Avec plaisir. Pas de souci. Voilà, on s'était donné la parole. Voilà. Je crois que la personne qui avait suggéré le titre de cette rencontre, de ces rencontres, ces berbères qui font la France et la République, convient, cadre parfaitement avec tous les propos qui ont été tenus, notamment par l'Arbi, hein. Voilà, c'est ce que nous faisons dans ce pays, c'est ce que nous apportons à ce pays, c'est comment ce pays nous enrichit et nous l'enrichissons, hein, dans tous les domaines. La communauté amazigh et particulièrement kabyle, elle est très nombreuse et recèle des potentialités énormes dans ce pays. Et je pense que c'est important que cela se sache, que cela se voit. Il y va aussi de la transmission de sa patrimoine culturel, de ces valeurs auxquelles nous sommes tous attachés les uns les autres, parce que tout simplement, ce sont ces valeurs qui nous permettent de vivre en commun, ensemble, avec des hommes et des femmes, quand bien même ils n'ont pas la même culture que nous. Il n'empêche qu'on peut vivre avec eux, on peut partager beaucoup de choses avec eux, et notamment un destin commun dans un pays comme la France ou dans un continent comme l'Europe, et bien entendu en faisant les liens avec l'autre côté de la Méditerranée. Larbi, on va te donner le mot de la fin. Hein, tu es fatigué, hein? Non, 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 non. Écoute, c'est toujours un plaisir, hein. C'est toujours un plaisir de partager avec les gens de la communauté. Il faut savoir une chose, c'est que moi, pendant ma carrière, je me suis toujours battu contre tous les clichés dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc moi, ça a des fois été un peu contradictoire parce que, parce que, parce que j'ai bien voulu être ambassadeur de valeurs éducatives dont je vous parlais tout à l'heure à travers notre discipline, mais à travers mon éducation, ma culture. Mais en même temps, j'ai pas voulu tomber dans le communautarisme. Donc, c'est pour ça que je parle de plus-value et de richesse à avoir une culture supplémentaire. Et, aujourd'hui, moi, à chaque fois qu'on me sollicite par rapport à justement à cette double culture, voilà, je réponds toujours présent, avec plaisir, toujours avec de la bienveillance, pardon, envers nos compatriotes berbères, voilà. Et puis, et en même temps, je leur dis que on a aussi la chance d'être dans un beau pays comme la France, voilà, dans lequel on a grandi, on s'est construit, nos amis, notre famille, aujourd'hui, elle est là. Mais n'oublions pas, je dis toujours, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et donc, qui dit savoir d'où on vient, c'est aussi l'histoire. C'est l'histoire de ses parents, l'histoire de ses grands-parents, son histoire personnelle. Elle fait partie de mon vécu. Et en tout cas, moi, je m'efforce de la transmettre aujourd'hui à mes enfants. Donc, et j'espère que pour tous les franco-algériens comme moi et les franco-berbères qui vont regarder cette petite émission,
sachez que c'est une richesse. C'est une richesse, et cette richesse-là, c'est comme un héritage, ne la perdons pas. Il faut la transmettre à nos enfants et qui, j'espère, eux la transmettront à leurs enfants et ainsi de suite. Voilà. اوكي ثانمير العربي تنمير ودنا راه هو الاستقبالي ثم هو يونس هو الاستقبالي سي با ان بروبليم سي با ان بروبليم لا ليش ويلي فخاطر راي شو قلاق نظرا الى نوغورن لانه قاعد يكسل نطاس صح صح نطاس زاكي دي فرنسا والسينار تقبيلي الزريضه شغار لان طاس يمدوك عليك قرنيك شغار مولانا وسلم ذنار وصح في النار تقبيلي هي ساقي ما نتملي كان تمسلاي ونزرا ما الا كنهضر فرونسيس قبايليت اسبانيوليت انجليزيت خاطر القبايل ولاش نانيوك ذي ثمورا فوالا إلا قدنا في تيكوال نهضر فرونسيس تيكوال نهضر قبايليت أدو غالو معاك أنا أدو غالو تنقصر ناوي أسقاردش قبايليت نهضر في قبايليت في مازيغ في مورتاقيت النطيد زعما غادي تفرزا في قبايليت إلا قال نشيد في مالنا راه غنتيدير دي تمورتاقي نحمليت خاطر كاينه ثوذرت ديك السين تعيشه ديك السين تيدير فوالا تمورتنا الى قرا الى قد اسنفك اين يغدفك فوالا الى عنده كل اني لي ملكني اميه ظن مكاننا غنضيقنا وداغني إلا نطف جيزورنا غادي تجديتنا غادي توسليتنا غادي درسنا أكني غيني غد جان لجدودنا ولا دغا سورتو قالوا جاكي يغد جان لجدودنا غير مولانا يسا طاسا زلا مقرن خاطر يصاوض يترانا غدي الكازون تلاوين ويكسان الهيفان يصاوضون السقدشن السلحون الشغل سنيف ستير قزان الحرمه لو كانوا نسارا طرف كاياكي ونصاوضانا نكوني سامكناكي يعني كان الا مزروي مازيغنا مزرون القبائل ماشي الحاجه سهله تزرع مطاس سي الكرا ارطايض سي محقراني ارطايض يوضد لوان ندا بالنسبه لي منا ذات لواني يوضد شويت ادنى خويت أدنى ويثن سفيدة هي تيمورا عندي نتيدير أما داكي أما دي تيمورا النظام عندي إلا مازيغ نزرا يتاوي دي سفيد تمورتنا خاطر يحمل مازيغ يحمل هذه يدير كدويات نطي دار العربي ولاش تمورتو في الجدارة تروح شحال تمورات فرحة ملي مدين خاصك مخلف الفلاك ماشي ديوذف لا أكيد نير هاكن سوا هاكن بس وانا اقلع هذا هكا العربي صحيح التنمير تنمير في الاول صحيح السلامي مولانيك نسلام النيل قوساني تنمير لنا et on se retrouve dans quelques minutes avec notre prochain invité qui lui est un rifin. Donc le Rif, c'est le nord du Maroc et il vit, c'est un professeur universitaire qui vit à Amsterdam. Il va nous parler des Rifins. Et Mazeren, le Pays-Bas. Allez, à bientôt. Merci. Merci.